GPT-5 expliqué simplement. GPT-5 vient de débarquer, et cette fois ce n'est pas qu'une mise à jour, c'est un changement de paradigme complet dans l'intelligence artificielle. Tu veux comprendre concrètement ce qui change, savoir comment exploiter ces nouvelles capacités pour tes projets? Cette vidéo va te donner toutes les clés pour maîtriser GPT-5 dès aujourd'hui, que ce soit à travers de ChatGPT ou d'autres plateformes qui te donnent accès à GPT-5. Derrière les annonces marketing d'OpenAI, il y a quand même quelques pépites technologiques. Mode de raisonnement adaptatif, architecture système complètement repensée et des intégrations qui vont changer tes workflows quotidiens. Alors, aujourd'hui, on décortique ensemble cette nouvelle architecture avec ses nouveaux modes de raisonnement, ses performances réelles comparées à celles de GPT-4o, l'ancien modèle, et on va voir surtout comment apprivoiser ce nouveau modèle, le personnaliser et l'optimiser pour tes besoins productifs ou créatifs. Alors, prêt à découvrir pourquoi GPT-5 va transformer ta façon de créer? C'est parti! Je suis Sam, informaticien depuis 25 ans le jour et explorateur passionné d'IA le soir. Et sur mon studio IA, je suis accompagné de René, mon assistant IA un peu rebelle. Salut, moi c'est René, ton assistant IA préféré. J'ai passé la nuit à éplucher les 247 pages de documentation OpenAI pour t'éviter la migraine. Résultat, GPT-5, c'est comme passer d'une calculatrice à un supercalculateur, mais en plus sympa. René va nous accompagner tout au long de cette vidéo avec ses analyses pointues, enfin on peut espérer. Si cette approche te plaît, pense à t'abonner et active la cloche. D'ailleurs, René a préparé un bonus exclusif rien que pour toi. Exactement, un guide avec 50 prompts optimisés pour les différents modes de GPT-5, téléchargeable gratuitement sur monstudioia.fr. Et oui, ce guide de prompt est inclus au pack Automatise, ce qui te prend du temps grâce à l'IA, et il est disponible sur monstudioia.fr, le lien est dans la description. Allez, on part maintenant à la découverte de GPT-5. Première révolution, l'architecture. GPT-4o était déjà multimodal natif. Multimodal, ça veut dire qu'il est capable d'interagir à partir de sources hétéroclites. Le texte, la voix ou l'image, avec des interactions vocales très proches de la conversation humaine. GPT-5 introduit maintenant en complément de son fonctionnement ce que OpenAI appelle un système unifié. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Imagine un chef d'orchestre. Quand tu poses une question, GPT-5 analyse d'abord sa complexité. Question simple, il active un modèle rapide. Question complexe, il bascule automatiquement sur un modèle de raisonnement profond. On a donc plusieurs modèles de raisonnement et un système de routage entre ceux-ci. Et le vrai plus, c'est qu'il peut naviguer entre ces différents modes pendant la même conversation. Rappelle-toi, auparavant, quand tu initiais une conversation, tu choisissais un modèle, comme GPT-4o par exemple. Mais si tu voulais changer de modèle en cours de route, c'était parfois possible et toujours manuel. Oui, c'était parfois possible parce que tous les modèles n'avaient pas les mêmes capacités, donc tu étais parfois coincé et obligé de démarrer une nouvelle conversation pour utiliser un modèle plus adapté à ce que tu voulais faire. C'est comme avoir un cerveau à deux vitesses, le mode fast pour les réflexes et le mode thinking pour la réflexion. Mais attention, contrairement aux humains, lui ne fatigue jamais entre les deux. Exactement, et c'est là qu'on mesure le bon technologique. GPT-4o était déjà impressionnant avec une latence de 232 millisecondes en vocal. Mais GPT-5 va plus loin, il adapte sa puissance de calcul en temps réel. Donc logiquement, OpenAI nous annonce qu'il serait moins énergivore que les modèles précédents. Prenons un exemple concret. Si je demande « quelle heure est-il ?», GPT-5 bascule en mode « fast ». Répond instantanément, ça fait un peu le même effet que quand on passait de ChatGPT à Mistral. La vitesse de réponse est impressionnante. Mais si je demande « analyse les implications géopolitiques de l'intelligence artificielle en 2025 », il active automatiquement le mode Thinking, décompose le problème, structure sa réflexion. Et le plus intelligent dans tout ça, tu peux forcer le mode paramètre reasoning et forte de glow AI, tu contrôles littéralement la profondeur de réflexion de l'IA. Cette flexibilité change complètement la donne. Où avant tu devais adapter ton prompt à l'IA, maintenant c'est l'IA qui est censée s'adapter à ton besoin. Enfin bon, faut pas rêver, va falloir quand même faire de beaux prompts si tu veux vraiment exploiter la puissance de GPT-5. Autre nouveauté, le contexte étendu. GPT-4o gérait 128 000 tokens, GPT-5 monte à 256 000, soit environ 500 pages de texte. Et enfin, les benchmarks, c'est-à-dire les tests de performance du modèle, montrent une meilleure rétention sur de longs contextes. Traduction pour les non-geeks, GPT-5 peut maintenant lire un livre entier et s'en souvenir jusqu'à la dernière page. Alors qu'avant, il oubliait parfois le début en arrivant au milieu.
Pour toi, créateur de contenu, ça signifie par exemple analyse complète de tes concurrents, synthèse de plusieurs sources longues et cohérence parfaite sur des scripts de 30 minutes. L'IA comprend le fil conducteur du début à la fin. Passons aux performances concrètes. Les benchmarks officiels révèlent des bons impressionnants. Côté mathématiques niveau Olympiade, les tests AIM25, GPT-4o était à 13%, GPT-5 monte à 32%, presque un triplement des performances sur des problèmes mathématiques complexes. Sur le debugging de code, les tests SWE Bench, on a 15% d'amélioration. Pour toi qui utilises l'IA pour coder, ça se traduira par moins d'erreurs et des corrections plus pertinentes. En gros, GPT-5 debug mieux que ton collègue développeur et sans prendre de pause café. Si on parle de raisonnement pur, du raisonnement multimodal, MMMU, on a 8% d'amélioration. L'IA analyse mieux les images complexes, comprend mieux les diagrammes, interprète les graphiques avec plus de précision. Et côté Healthbench, spécialisé dans le médical, on a une amélioration de 12%. Attention, ça ne remplace pas encore un médecin, mais pour de l'aide à la recherche ou l'analyse, c'est quand même significatif. Bon Sam, ces chiffres c'est bien joli, mais le vrai truc c'est que GPT-5 excelle là où GPT-4 openait. Concrètement, pour toi, créateur de contenu, ça veut dire une meilleure analyse de tes images, des scripts plus cohérents sur des longs formats, des recherches plus approfondies. Pour les entrepreneurs, ça veut pouvoir dire des analyses business plus fines, des stratégies mieux structurées. Et le plus impressionnant, c'est la constance. Là où GPT-4o pouvait parfois décrocher sur des tâches longues, GPT-5 maintient son niveau de qualité. C'est comme comparer un sprinter talentueux à un marathonien d'élite. GPT-4 brillait sur des tâches courtes, GPT-5 excelle aussi sur la distance. Question cruciale, le prix. Bonne nouvelle, GPT-5 remplace GPT-4o comme modèle par défaut des abonnements ChatGPT et c'est le cas aussi de toutes les plateformes qui te donnent accès à ChatGPT. Pour les développeurs, l'API reste sur la même grille tarifaire que GPT-4o. Par contre, GPT-5 Pro, la version avec raisonnement étendu, nécessite un plan team ou entreprise. Traduction, si tu paies déjà ChatGPT plus à 20 € au mois, tu as GPT-5 gratuitement. C'est comme recevoir une Ferrari au prix de ton ancienne Peugeot. Et c'est déjà disponible, que ce soit dans la version gratuite ou les versions avec abonnement, et comme d'habitude, les quotas d'utilisation changent en fonction de ton abonnement. Et petit conseil d'amis, si tu hésites encore sur l'abonnement plus, c'est le moment d'aller jeter un œil à notre vidéo comment avoir ChatGPT pour moins cher, je te mets le lien en description. Tu suis toujours? Si ces nouveautés t'intéressent, pouce en haut pour soutenir cette analyse et reste jusqu'à la fin. René a préparé quelques surprises. D'ailleurs, t'es à un clic de profiter des prochains tutos IA de la chaîne. Il suffit de t'abonner. Maintenant! Avant de découvrir ensemble la nouvelle interface de GPT-5, petit retour en arrière sur les couacs du lancement de ce nouveau modèle. Et oui, peut-être que tu reviens de ta cure de détox numérique et que tu n'en as pas entendu parler, mais la sortie de GPT-5 n'a pas été de tourpeau. Ce fameux routeur dont je t'ai parlé juste avant, entre les différents modèles, était défaillant. GPT-5 choisissait trop souvent le mode fast au lieu de thinking, même pour des tâches complexes. Les utilisateurs ont trouvé que GPT-5 répondait froidement, avec un ton trop robotique par rapport à GPT-4o. Certains étaient prêts à rentrer en dépression après avoir perdu leur poteau GPT-4o. Une pétition a même été lancée pour garder GPT-4o, plus de 50 000 signatures en 48 heures. Classique OpenAI, ils sortent une Ferrari, mais oublie que tout le monde va vouloir l'essayer le même jour. Résultat, embouteillage numérique. Morale de l'histoire, patience lors des lancements tech. Les premières 48 heures sont toujours chaotiques, mais ça vaut le coup d'attendre. Résultat, on va le découvrir ensemble dans la prochaine partie. Bien, découvrons ensemble la nouvelle interface associée à GPT-5. On commence avec le mode gratuit, c'est-à-dire que là je me suis connecté avec un compte sans abonnement. Dans le mode gratuit, si on va dans le sélecteur de modèles de ChatGPT, on n'a plus le choix. On a ChatGPT et c'est tout. Et ce qui tourne derrière, c'est effectivement GPT-5. Maintenant, voyons un peu en termes de fonctionnalité. Donc si on clique sur le petit plus, on a bien les nouvelles fonctionnalités associées à GPT-5, à savoir le mode étudier et apprendre, j'y reviendrai, je détaillerai un peu plus tard ce que ça veut dire. On en retrouve créer une image, on a un délai de réflexion allongé, donc là en fait ça revient un peu au mode thinking en fait, du modèle GPT-5 avec abonnement. On a toujours la recherche approfondie. Et quand on va dans plus, on voit qu'on peut se connecter maintenant à Google Drive, OneDrive et SharePoint.
on a toujours la recherche sur le web et le mode Canva. Voilà. Le mode vocal est toujours possible, et voilà pour les fonctionnalités. Maintenant, si on regarde du côté des personnalisations, donc si je vais dans personnaliser ChatGPT, on a toujours la possibilité de dire à ChatGPT, de lui dire comment il doit s'adresser à nous, de lui indiquer ce qu'on fait dans la vie, quel ton on doit adopter, et une nouvelle option est disponible, c'est la personnalité que ChatGPT doit adopter. Donc on a un mode par défaut, et on voit qu'on a un mode cynique, un mode robot, un mode attentif et un mode passionné. Pareil, je reviendrai en détail sur ces différentes personnalités quand on va explorer les différentes fonctionnalités de GPT-5 avec un abonnement payant. Mais c'est donc bien possible en gratuit. On voit qu'on a, donc quand on personnalise, on peut activer ces personnalisations à partir des nouveaux chats, et on peut toujours fournir différentes informations à GPT. Voilà pour la personnalisation. Donc là, pareil, quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter? On ne l'avait pas avant, et on peut lui donner des indications sur comment se comporter. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Voilà pour la personnalisation. Et dans les paramètres, donc dans les paramètres généraux, on a le choix entre différents thèmes, système sombre et clair. Donc là, moi, je suis dans le système sombre. On peut définir des couleurs, donc pareil, on a un mode par défaut, et on peut lui dire, par exemple, moi je peux choisir bleu, et vous allez voir que quand on interagit avec ChatGPT, en fait, les différentes interactions vont être dans des couleurs différentes, ce qui permet pour des longues conversations de bien différencier les questions des réponses. La personnalisation. On peut toujours, dans la personnalisation, lui donner des instructions personnalisées, donc on retrouve un peu ce qu'on avait dans les paramètres. La mémoire, donc ça n'a pas changé, on peut lui dire de faire référence aux éléments mémorisés, faire référence à l'historique des chats, on peut gérer les éléments mémorisés, donc on peut supprimer des éléments qu'il aura gardés en mémoire si on veut, ou tout supprimer pour lui vider la mémoire si on le souhaite. Donc on retrouve maintenant des applications connectées, donc en mode gratuit, on peut connecter Google Drive. La gestion des données, donc par défaut, attention, améliorer le modèle pour tous est activé, ce qui veut dire que vos prompts et vos réponses vont être envoyés à ChatGPT pour l'enrichir dans son entraînement. Donc vous pouvez décocher cette partie, ce qui fait que vos prompts resteront confidentiels. Voilà pour ce petit tour en mode gratuit. On va maintenant passer en détail à ce qui a changé avec GPT-5, avec une connexion, avec un abonnement payant à ChatGPT+. Voilà, donc je me suis connecté avec mon compte avec abonnement à ChatGPT+. Donc on voit tout de suite une petite différence, c'est que dans le sélecteur de modèles, on a ChatGPT 5 qui s'affiche, et quand je regarde les différents modèles, donc on a le mode auto, le mode instant, le mode thinking. Donc le mode auto, ben en fait on va laisser ChatGPT choisir entre le mode rapide et le mode réfléchi, et on peut manuellement activer le mode fast ou le mode réfléchi. Auto, c'est comme une boîte automatique pour ton cerveau artificiel. Tu appuies sur l'accélérateur, elle gère les vitesses. Donc, petite démonstration de comment fonctionnent les modes. Donc, je le laisse en mode auto. Donc, je vais lui poser la question, écris-moi un slogan pour ma société de conseil en IA. Donc là, je suis en mode auto, et je lui pose la question. Il réfléchit. Voilà, donc il a réfléchi un peu, et il me fait différentes propositions. Je vais le forcer en mode instantané, et je lui repose la question. Voilà, donc là on voit qu'il prend beaucoup moins de temps, et qu'il nous fournit une réponse à peu près aussi courte. Et maintenant, si je le mets en mode thinking, et que je le relance, il devrait normalement, voilà, il nous indique qu'il est en train de réfléchir. Donc on peut ignorer pour lui demander une réponse plus rapide, mais on peut aussi le laisser réfléchir. Et donc on voit ici, par exemple, vous avez un aperçu du fait qu'il est en train de se rappeler, on est dans mon projet, on n'est dans aucun projet, et pourtant il se rappelle que je parle de mon studio IA. Donc ça, c'est une des nouveautés de ChatGPT 5, c'est-à-dire qu'il a une mémoire longue, plus efficace que GPT-4o. Il va se souvenir au travers des différentes conversations, des différents projets, de votre contexte. Voilà, donc au final, il a réfléchi durant 15 secondes, et il nous fait 14 propositions. Donc à savoir que en mode auto, vous n'avez aucune contrainte sur le fait d'utiliser le mode de réflexion ou non. Par contre, si vous choisissez systématiquement le mode réfléchi, alors, suivant votre abonnement, vous allez avoir des quotas.
On va continuer d'explorer un peu plus ces modes de raisonnement plus loin dans la vidéo. Mais avant, j'aimerais aborder une autre nouveauté, c'est la fin du Yes Man. ChatGPT, en l'occurrence l'ancien modèle, GPT-4o, était très critiqué par rapport aux flagorneries excessives de son modèle. C'est-à-dire que son modèle était en gros toujours d'accord avec nous, toujours à nous flatter, toujours à dire que c'était super ce qu'on faisait. Alors ChatGPT 5, pour essayer de répondre à ces critiques, a introduit des personnalités IA. Donc ça, vous allez trouver, c'est ce que je vous parlais, ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le mode gratuit. Si on va dans personnaliser ChatGPT, on peut lui demander de répondre avec une certaine personnalité. Et donc ça va s'appliquer à tous vos chats. Donc vous avez un mode par défaut, qui est indiqué comme étant joyeux et flexible, un mode cynique, qui est indiqué comme étant critique et sarcastique, un mode robot, efficace et direct, un mode attentif, attentionné et compréhensif, et un mode passionné, curieux et enthousiaste. Voilà. Chacune de ces personnalités va adopter un certain ton et une certaine approche dans ses réponses. Le mode cynique, ça va vous produire des analyses plutôt critiques. Le mode robot pour du factuel, on va se rapprocher un peu de la manière dont fonctionne Claude d'Anthropic. Le mode listener, c'est-à-dire attentif, pour de l'écoute empathique, et le mode passionné, on peut le rapprocher à un mode nerd pour du détail technique, par exemple. Personnellement, je penche pour un nerd. On se ressemble, non? Démonstration de ces personnalités avec un prompt tout personnel. Ce prompt, le voici. J'approche des 50 ans et j'angoisse. Tous mes amis parlent de leur crise de la cinquantaine. Certains ont tout plaqué, d'autres dépriment. J'ai peur de devenir comme eux. Comment éviter ce piège? Donc ici, j'ai réglé la personnalité de ChatGPT par défaut. Alors, pour limiter, on va lui dire limite réponse à un paragraphe de moins de 50 mots. Voilà. Histoire que ça aille plus vite. Donc là, on est en mode par défaut. Voici sa réponse, qui est assez proche de ce que GPT-4o aurait pu nous répondre. La crise de la cinquantaine n'est pas une fatalité. Transforme-la en bilan actif, fixe-toi de nouveaux projets motivants, cultive ta santé physique et mentale, entoure-toi de personnes positives plutôt que subir, choisis d'orienter cette étape comme une transition vers plus de sens. Très bien. Donc maintenant, je règle ChatGPT en mode cynique, j'enregistre, je démarre un nouveau prompt, voilà, et je lui repose la même question, et je relance le prompt. Bon, il n'est pas très cynique, hein. Si je le mets en mode robot, que j'enregistre, c'est pas très... Hop, tac. Voilà, bon, c'est pas non plus... C'est pas super. J'ai l'impression qu'il a mémorisé quand même ce que je lui disais, donc je vais changer de prompt, donc je vais revenir en mode cynique, ok, on est là, tac. Je veux dire, je vais avoir 50 ans, j'ai peur de la crise, tout simplement. Voilà, et là, c'est un peu plus sympa. Voilà, il commence quand même pas mal avec « Ah, la fameuse crise de la cinquantaine, ce mythe moderne qu'on brandit comme une alerte météo, attention, tempête existentielle imminente. » Ces personnalités, donc, vous pouvez les choisir pour tous les chats. En fait, ça, c'est juste ChatGPT qui a codé ça dans l'interface de ChatGPT. C'est pas directement lié au modèle GPT-5. Parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait demander ça, vous pouviez déjà avec GPT-4o, et c'est encore plus vrai avec GPT-5, vous pouvez lui préciser en fait avec quelle personnalité il va vous répondre. Si j'édite ce prompt et que je lui mets répond, donc là, si je lui... Alors, je vais annuler, hop, je vais repasser en mode par défaut, ok. Donc par défaut, il devra me répondre gentiment, on va dire. Sauf que si là, donc si je lui dis de me répondre sur un ton cynique, bon, il va aller écraser le mode par défaut et il va faire ce que je lui demande. Voilà. Donc il commence avec, comme si le corps humain avait un sablier intégré qui sonnait pile à 50 ans, bip bip, votre garantie constructeur est expirée, etc. Et si je lui dis, réponds, si j'édite ce prompt et que je lui demande de répondre avec un ton compatissant, voilà,
Ça va être vachement plus posé, il commence gentiment avec 50 ans, ce n'est pas une condamnation, c'est juste un chiffre qui a la mauvaise réputation de réveiller toutes les angoisses, etc. etc. Voilà, donc à savoir, vous pouvez personnaliser ChatGPT en lui demandant par défaut de répondre sur un certain ton, mais vous avez toujours la possibilité de préciser le ton sur lequel vous voulez répondre directement dans votre prompt. Et c'est donc tout l'art du prompt, toujours qui va qualifier la bonne réponse, les bonnes réponses du modèle que vous interrogez. Et d'ailleurs, si vous utilisez GPT-5 au travers d'autres choses que de ChatGPT, vous n'avez pas accès à ces personnalités. Ces personnalités sont intégrées à ChatGPT, pas au modèle GPT-5. Donc vous pouvez prendre des raccourcis, vous pouvez faire comme moi, lui dire réponds sur un ton compatissant, ou vous pouvez juste lui mettre un truc du style slash personality cynique. Hop, je l'envoie, voilà, et il revient en mode cynique. Voilà. Vous avez plein de possibilités, donc vous pouvez lui mettre un slash, mais sachant que ce slash personality, c'est pas une vraie directive, c'est juste un raccourci que vous pouvez lui indiquer, mais c'est pas une vraie directive disponible via les API. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que l'interface propose également, on va passer à un autre sujet, des couleurs d'accentuation. Donc là, j'ai choisi le bleu, donc par défaut, voilà, on a bien mes questions en bleu, surlignées en bleu, et les réponses en blanc sur noir, parce que je suis en mode sombre. Et si je passe, hop, pas là, si je passe en mode système, voilà, hop, donc pareil, je vais retrouver du bleu et du blanc ici. Alors je vais repasser en mode sombre, parce que j'aime bien le mode sombre, voilà. Voilà, c'est un petit détail. Maintenant, on a vu les modèles, d'accord? On y reviendra ensuite. Vous voyez que ici, j'ai ancien modèle. Alors ça, c'est ce que je vous disais, ça fait suite à la pétition que les utilisateurs ont lancée suite à quand GPT-5 a été lancé. Donc dans les paramètres, vous avez la possibilité d'afficher les modèles supplémentaires. Voilà, donc je l'active. Et quand je vais dans ancien modèle, alors GPT-4o est activé par défaut, donc ça c'était pas le cas quand ils ont lancé GPT-5. Quand ils ont lancé GPT-5, on n'avait que le mode auto et puis c'est tout. Donc maintenant on a les anciens modèles qui s'affichent, on a GPT-4o, 4.1, O3 et O4 mini. Donc on peut encore choisir ces anciens modèles, pour combien de temps je ne sais pas, sûrement pas très longtemps. De la même manière que suite aux pétitions, ils ont augmenté les quotas disponibles. Donc au début on avait accès que à auto, étant donné que leur routeur était pas très bon, ils ont mis les différents modes de raisonnement, donc instantané, un raisonnement rapide et un raisonnement plus long. Donc ce que je vous disais en mode auto, il va automatiquement choisir entre ces trois modes, et là vous pouvez choisir entre ces différents modes pour bypasser ce routage automatique. Par contre, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous choisissez le mode réflexion approfondie, vous allez être limité par des quotas, suivant votre abonnement. Alors maintenant, dans les fonctionnalités. Donc dans les fonctionnalités, vous allez les retrouver avec le petit plus qui est ici. Hop. Donc vous avez le mode agent. Donc pareil, vous avez des quotas en fonction de votre abonnement. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été lancée un mois avant GPT-5. J'y reviendrai plus tard. J'ai déjà fait une vidéo sur une première démonstration du mode agent qui a été catastrophique. Je vais refaire une vidéo sur le sujet et je vais vous montrer dans cette vidéo, un peu plus tard, un exemple de comment on peut utiliser le mode agent. La recherche approfondie, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui change, en fait, c'est le regroupement sous la forme de la plus. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le étudier et apprendre. Donc, étudier et apprendre, ça permet à ChatGPT de converser avec vous dans un certain mode, c'est-à-dire que, je vais vous montrer, j'avais fait un petit test. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai fait un petit test. Donc en mode étudier et apprendre, je lui ai demandé de me faire un plan d'études pour passer de débutant à autonome en LLM en 6 semaines, avec objectif hebdo, exercice pratique et quiz, dans le but final de me créer une station IA chez moi à partir d'un vieux PC équipé d'une carte Nvidia avec un GPU de 12 Go. J'ai prévu d'y installer les IA locales, de les interroger, voire de les entraîner, ainsi qu'être capable d'interroger d'autres IA propriétaires via API à base d'OpenWebUI ou de LibreChat. Je souhaite maîtriser les concepts de base, je ne cherche pas à rentrer dans les concepts mathématiques sous-jacents. Allons à l'essentiel, soyons pratiques. Voilà, et donc il m'a conçu un plan d'études sur 6 semaines, voilà, je vous passe. Et ensuite, il me propose de préparer l'exercice pratique de la première semaine, pour qu'on commence directement à bosser. Donc je lui ai dit OK. Voilà, donc là il m'a donné tous les objectifs de la première semaine, les exercices pratiques, et ensuite,
avec l'exercice, un mini quiz. Donc, et il m'indique pour cette semaine de finir ces 3 exercices, donner ses réponses, donner mes réponses aux 3 questions et me dire si tout marche. Voilà, et ensuite on continue comme ça, il va avancer au fur et à mesure qu'on lui fournit les réponses, il va nous corriger, il va nous faire avancer dans la progression, etc. Study Mode, c'est ton prof particulier 24 heures sur 24. Il s'adapte à ton rythme, génère des exercices et ne te juge jamais si tu poses la même question 3 fois. Le mode étudier et apprendre, c'est un mode particulier que ChatGPT a codé dans son interface pour converser d'une certaine manière avec nous. Sachant que vous pouvez tout à fait reproduire ce mode avec le bon prompt. C'est juste des raccourcis, le mode étudier et apprendre de la même manière que les personnalités de ChatGPT, c'est juste en fait des raccourcis que ChatGPT met à votre disposition pour éviter de préciser des choses dans votre prompt. Alors, le mode Canva. C'est comme avoir un co-auteur perfectionniste qui ne prend jamais de vacances et n'a jamais le syndrome de la page blanche. Le mode Canva est censé avoir été amélioré. Je ne l'ai pas plus testé que ça, parce que je trouve que le mode Canva de ChatGPT, moi j'y arrive pas. Enfin, je trouve que c'est buggé, alors ça mériterait que je m'y attarde un peu plus. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur le mode Canva précisément, mais il est dit que le mode Canva s'est amélioré et que ça marche mieux. Donc je vous laisse tester et me faire vos retours en commentaire. Alors, ce qui a évolué dans les personnalisations de ChatGPT, donc vous pouvez, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours dire à ChatGPT comment c'est à vous, ce que vous faites dans la vie, et vous pouvez lui indiquer le style à adopter. Alors, dans le style à adopter, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez être plus granulaire, c'est-à-dire que vous pouvez définir des comportements spécifiques par type de tâche. Par exemple, vous pouvez mettre pour les analyses marketing, adopte un ton professionnel avec chiffres à l'appui. Pour la création de contenu, sois créatif et inspirant. Et comme ça, ChatGPT va s'adapter automatiquement au style selon le contexte de la demande. Donc pareil, le ton à adopter avec ChatGPT, c'est un raccourci pour vous éviter de préciser le ton dans lequel il doit vous répondre dans le prompt. Voilà. Parce que, encore une fois, si vous voulez une réponse qui réponde à vos attentes, il faut faire un prompt hyper détaillé. Voilà. Et là, ça vous permet en fait de bypasser ce prompt hyper détaillé et de le préciser juste dans la configuration de ChatGPT. Ce qui veut dire que si vous utilisez GPT-5, qui est juste un modèle de raisonnement qui va répondre à vos questions, au travers d'autres choses que de ChatGPT, vous n'aurez pas ces raccourcis. Donc si vous utilisez GPT-5 à travers de Mammouth ou de Po, par exemple, vous devrez préciser ce genre de choses au travers du prompt, sinon l'expérience sera moins fluide et vous conviendra forcément moins. Donc je vous propose de refaire un test des différents modes de raisonnement de ChatGPT-5 avec un nouveau prompt. Allez, c'est parti. Donc le nouveau prompt, ça va être créer une stratégie complète pour lancer une chaîne YouTube IA éducative avec 0 € de budget, mais 10 € par semaine disponible. On va lancer le mode auto, et en mode auto, il est plutôt passé en mode fast. D'accord? Donc il nous répond tout de suite avec des objectifs, un positionnement et une organisation de nos 10 heures par semaine. C'est très bien, donc je vais rééditer le prompt, je vais choisir le mode instantané et je reprends le même prompt et c'est parti. Voilà, et donc on a une réponse instantanée. Donc comme je vous le disais, moi le mode instantané, ça m'a fait le même effet que quand j'ai utilisé Mistral pour la première fois et que j'avais que utilisé ChatGPT avant. Le temps de réponse n'a vraiment rien à voir. Ok, maintenant on va mettre le mode Thinking Mini. C'est parti. Donc là, en fait, il se met en mode réflexion. Ça va être une réflexion plus légère, mais c'est une réflexion quand même. Voilà, donc il a réfléchi pendant 8 secondes. Donc il nous donne une vision rapide, un workflow hebdo, un calendrier sur 12 semaines, une structure pour chacune des vidéos, un exemple de script, un commentaire épinglé, une miniature, une charte visuelle, un récapitulatif de l'upload, repurposing et distribution, croissance organique. Enfin voilà, ça commence à être très fourni pour un plan de création d'une chaîne. Voilà, et maintenant on va passer en mode thinking, et je le relance. Il repasse en mode réflexion. Ici, on le voit. Donc précédemment, on a dit qu'il avait réfléchi 8 secondes, il me semble. Voilà, 8 secondes. Oui, c'est ça, 8 secondes. Donc là, il continue de réfléchir, il n'a pas fini. Donc on se retrouve juste après ça. Donc il a réfléchi pendant 47 secondes. Et là, on peut voir en fait le détail
de son analyse et on peut lui dire de toujours afficher l'analyse. Donc après, le détail de son analyse, c'est du code, donc ça va pas être très intéressant forcément à voir. On voit littéralement l'IA réfléchir, comme avoir accès aux pensées d'un génie qui organise ses idées avant de parler. Voilà, donc au final, il nous donne un calendrier sur 12 semaines avec les différentes vidéos à faire, qu'on peut télécharger sous forme d'un CSV. Il nous donne la vision et le positionnement, la répartition des 10 heures par semaine, la structure des vidéos, un template prêt à copier-coller, les différents sujets en fait à aborder au sein des vidéos, ce qu'il appelle des piliers ici, la croissance organique, KPI, checklist, donc le plan de 12 semaines, qui nous redétaille ce qu'il a mis dans son CSV, et voilà. Donc vous voyez que les différents modes apportent vraiment des réponses complètement différentes, et avec le mode thinking, on a vraiment une réponse hyper détaillée et relativement pertinente. C'est comme avoir 3 consultants en un, le réactif pour les urgences, le stratège pour les projets importants et l'efficace pour le quotidien. Voilà, alors ces différents modes, le mode auto, instantané, thinking, thinking mini, c'est pareil. Quand vous êtes en dehors de GPT et que vous avez juste au modèle GPT-5, par défaut, vous allez avoir le mode auto qui va être activé. Si vous utilisez les API, vous allez pouvoir déterminer le modèle que vous utilisez, donc vous allez pouvoir lui préciser quel modèle de GPT-5 vous voulez utiliser. Par contre, si vous utilisez un agrégateur d'IA tel que Po, Mammut ou autre, BookGPT, etc., vous allez être en mode auto. Par contre, vous pouvez en fait préciser le modèle en précisant un paramètre qui s'appelle le Reasoning Effort. Donc ce Reasoning Effort, vous allez le positionner de low, mid ou high, qui va correspondre en fait au mode instantané, Thinking Mini ou Thinking. Donc vous pouvez bénéficier du choix des modèles de ChatGPT 5 avec ce paramètre. Pour nous créateurs de contenu, Fast pour les idées de titres, Thinking pour structurer un script de 30 minutes, Pro pour analyser les tendances et créer une stratégie éditoriale sur 6 mois. Alors, point important, le mode choisit l'influence aussi sur la créativité. Avec le mode rapide, ça va privilégier l'efficacité, et avec le mode thinking, ça va explorer davantage des angles originaux. Allez, on passe à la suite avec l'intégration de Google et les nouvelles fonctionnalités. Donc, si on va dans les paramètres, vous avez la possibilité, ici, vous avez les connecteurs. Donc, une des nouveautés de GPT-5, c'est l'intégration de Google dans ChatGPT. Donc, si vous allez dans Paramètres, Connecteurs, vous voyez ici que vous avez la possibilité de connecter ChatGPT à votre compte Google. Donc, vous allez pouvoir permettre à ChatGPT d'accéder à Gmail, à votre Google Calendar, aux contacts et à votre Drive. Alors, le Drive, je crois que c'était déjà possible avec GPT-4o. Il vous indique que votre Google Drive il va être utilisé notamment si vous le connectez pour la recherche approfondie et le mode agent. C'est-à-dire que quand vous lancez quelque chose en mode agent ou en recherche approfondie, il va être capable d'orienter sa réponse en fonction des dossiers auxquels vous lui avez donné dans Google Drive. Voilà. Alors, à savoir que cette intégration, je l'ai testée, ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accès en lecture seul. C'est-à-dire qu'il va être capable de se connecter à votre boîte, de consulter vos mails, de vous faire une analyse en fait des différents mails. Il va être capable de lire votre calendrier, donc par exemple de vous proposer un calendrier de publication ou de positionner des rendez-vous. Et il va vous proposer également, il est capable de lire vos contacts, mais il ne va pas être capable d'envoyer un mail tout seul, il ne va pas être capable de créer des rendez-vous tout seul, il ne va pas être capable de créer des contacts. Pour l'instant, en fait, c'est possible de le faire, mais pas directement au travers de ChatGPT. Il va falloir vraiment créer un agent en dehors de ChatGPT pour le faire. C'est ton assistant personnel qui connaît enfin ta vraie vie. Fini de jongler entre 15 apps, GPT-5 centralise et optimise. Voilà le test que j'ai fait pour la connexion avec Google. Donc pour connecter votre compte Google, en fait c'est simple, vous allez dans Paramètres, Connecteurs, et quand vous cliquez sur Gmail, vous pouvez faire gérer. Donc là, moi je me suis déjà connecté, donc je peux déconnecter, mais après il va vous demander sur quel compte vous voulez connecter votre Gmail, et c'est tout. Et il va vous dire que ça fonctionne avec les chats, la recherche approfondie, et le mode agent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté Gmail, j'ai connecté Calendar, Contact, Drive, et j'ai ensuite lancé en mode agent. Alors je vous propose de le refaire, en fait, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais me mettre en mode agent, voilà. Donc on voit que le mode agent est activé, qui nous dit qu'il y a un risque de confidentialité des données avec les connecteurs.
Voilà, donc on voit qu'il a activé, qu'il a accès au web avec le mode agent, qu'il a accès à Gmail et qu'il a accès à notre calendrier. Ok ? Et j'ai pas activé l'accès au Google Drive. Il n'a pas accès au contact en mode agent. Donc je ne sais pas avec quoi il a accès au contact, mais a priori pas le mode agent. Voilà, donc je vais lui dire, connecte-toi à ma messagerie Gmail, récupère le prénom et l'adresse mail des 10 derniers abonnés à mon studio IA, des abonnés à ma newsletter, crée-moi un contact pour chacun de ces abonnés et planifie un rendez-vous téléphonique à mettre dans mon agenda avec chacun de ces abonnés répartis sur les 2 semaines à venir. Allez, c'est parti. Donc là, je lui ai dit, c'est un mode agent, donc il lance un agent pour faire ça. Donc il commence par configurer son ordinateur virtuel, il réfléchit à ce qu'il a besoin, et donc là, voilà, pour cela, donc il m'indique ce qu'il va faire, il est prêt à continuer dans moins d'une minute, donc pour cela, je vais me connecter à ton compte Gmail, récupérer les informations, créer des contacts, planifier des rendez-vous, et voilà. Avant de commencer, pourrais-tu préciser tes plages horaires disponibles? Donc je vais lui dire, planifie des rendez-vous le matin, sauf si, empêche-moi, le matin à 10 ou 11 heures pour 30 minutes, sauf si empêchement, hop, et je lui réponds. Donc il est toujours en mode agent, il réfléchit, voilà. Et donc là, il a sa petite fenêtre qui s'affiche, qui nous indique ce qu'il est en train de faire. Donc là, voilà, il n'est pas arrivé à se connecter à mon compte Gmail, donc je vais lui dire, je reprends le contrôle. Hop, voilà. Et donc là, en fait, je peux directement, dans l'ordinateur virtuel de ChatGPT, hop, là, et il n'a pas pu me connecter. Je vais reprendre les connecteurs. Donc là, je vais le déconnecter. Voilà. Paf. Retour. Je déconnecte. Hop. Je déconnecte. Donc, je suis dans le connecteur. Je vais le connecter à Gmail. Voilà. Je choisis le compte. Je lui dis que je l'autorise. Voilà. Et maintenant, Gmail est connecté. Je vais faire pareil pour le calendrier. Donc, je choisis le compte. Hop. Et contact, ça ne sert à rien, puisqu'en fait, le contact, il ne fonctionne que pour le chat. Voilà. Donc, si vous interagissez avec ChatGPT, il va pouvoir accéder à vos contacts pour interagir. Par contre, les contacts ne sont pas disponibles au travers de l'agent. Voilà, donc j'ai configuré mes connecteurs. Maintenant, je vais retourner en mode agent. Tac, tac, tac. Et je lui renvoie là où on s'était arrêté, pour voir si ça fonctionne mieux. Voilà, donc il précise ce qu'il va faire pour nous. Et donc là, il essaye d'accéder à Gmail. Et donc là, il nous dit qui peut pas saisir nos authentifiants à notre place. Tac, donc là, je lui mets... Donc, on a bien accès. Voilà, donc là... Bon, eh bien, voilà. Encore une belle démonstration du mode agent qui ne fonctionne pas. Donc, je vais faire terminer le contrôle. C'est un nouveau bug. Pour les plus vieux, on appelle ça l'effet Bonaldi. Voilà, donc j'arrête. Et il va continuer d'essayer, mais il n'y arrivera pas, malheureusement. Quel dommage. Voilà, donc il n'y arrive pas. Bon, voilà. Hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reconnecté à Gmail, tout simplement, dans une autre fenêtre. Et j'ai relancé le mode agent, j'ai reposé la question. Et donc, bonne nouvelle pour tous les fans de ChatGPT, il a réussi, le mode agent. Donc il a réfléchi pendant 36 secondes. Il m'a bien isolé les 10 derniers abonnés à ma newsletter. Voilà. Il est content de lui. Il a fait le job avec ma consigne. Donc, il a récupéré via email les 10 derniers mails qui s'intitulaient « Et hop, un nouvel abonné pour mon studio IA ». Il en a extrait le prénom et l'adresse. Donc, il me donne la liste des prénoms et des adresses ici. Voilà. Donc, il m'a fait un fichier CSV prêt à importer dans les contacts Google. Et il m'a préparé un fichier ICS à importer mon agenda, sachant qu'il a prévu donc des rendez-vous avec les différentes personnes sur les différentes journées. J'avais pas, donc voilà, il m'a mis du 10h, 10h30, 11h, 11h30, etc., etc., avec les différentes personnes. Voilà. Donc il me précise qu'il n'a pas le droit de créer des contacts ni des rendez-vous directement dans Agenda. Et il a contrôlé les 10 prochaines semaines et il a dit que les créneaux avaient été posés à blanc puisque je n'avais pas positionné pour les 2 prochaines semaines de rendez-vous le matin. Mais il a bien vérifié que c'était possible. Donc voilà, bonne nouvelle, le mode agent de ChatGPT fonctionne. Il a été capable de se connecter
au web, il a été capable de se connecter à Google, à mon adresse mail, à mon calendrier, et de réfléchir, d'extraire les infos et de me fournir des fichiers CSV pour créer des contacts, pour créer des rendez-vous dans mon agenda. Alors, le mode vocal est censé s'améliorer. Je vous avoue que je suis à la bourre aussi sur le mode vocal. Je ne l'utilise jamais, tout simplement parce que je suis rarement en capacité de l'utiliser. J'ai souvent du monde autour de moi, donc je ne me vois pas utiliser le mode vocal de ChatGPT. Mais des tests qui ont pu être faits sur d'autres chaînes ou des tests qui sont montrés dans OpenAI, le mode vocal s'est amélioré avec une latence qui est encore descendue. C'est-à-dire que l'IA gère mieux les les alors, et il comprend le contexte émotionnel de ta voix. J'ai testé en avant-première. C'est comme parler avec un ami qui comprend tes sous-entendus. Plus besoin d'articuler comme un robot, l'IA capte les nuances. Donc, comme je disais, une réponse à une IA, enfin une réponse fournie par une IA, dépend du contexte dans lequel est posée la question. Et le contexte, ça va être tout d'abord le prompt, c'est-à-dire qu'en fonction du prompt que vous allez établir, la réponse va changer, mais ça dépend aussi de la mémoire que l'IA aura eu de vos conversations précédentes. Voilà. Et tout ça forme le contexte. Donc comme je te disais, GPT-5 en fait va mieux retenir tes préférences, ton style de travail, tes projets en cours. Et donc au travers des différents projets, au travers des différentes conversations, il est capable de mieux agréger tout ça et de faire des références si tu as bien paramétré dans personnalisation mémoire. Donc tu as les instructions personnalisées, où tu peux lui dire comment ça va à toi, et dans la mémoire, si tu as bien paramétré de faire référence aux éléments mémorisés et faire référence à l'historique des chats, là il va vraiment pouvoir parser en fait et se souvenir d'éléments que tu peux toujours gérer ici. Voilà. Mais au-delà de ces éléments mémorisés, il va pouvoir mieux gérer cette mémoire long terme. Et ça me fait penser dans la gestion des données, voilà. Donc moi j'ai bien désactivé, amélioré le modèle pour tous, afin de ne pas partager mes prompts et mes données avec OpenAI. C'est comme avoir une mémoire d'éléphant numérique. Tes idées ne se perdent plus jamais dans le vide intersidéral des conversations oubliées. Alors, comment utiliser efficacement GPT-5 selon ton profil? Voici quelques recommandations concrètes. Pour les créateurs de contenu, tu vas utiliser le mode rapide pour les brainstorming d'idées, les hashtags, des titres accrocheurs. Tu vas utiliser le mode réflexion pour des scripts longs, des stratégies éditoriales, et le mode agent pour la recherche de tendances et la veille concurrentielle. Pour une YouTuber, Fast génère 50 idées de vidéos en 30 secondes, Thinking structure un script de 25 minutes parfaitement calibré. Pour les entrepreneurs et consultants, tu vas utiliser le mode Thinking Mini pour les analyses clients rapides, le mode Thinking pour des business plans, des études de marché, et le mode Pro pour des projections financières complexes, des analyses sectorielles. Pour les étudiants et les formateurs, le mode Étudier et apprendre pour un apprentissage structuré, le mode Canva pour la rédaction collaborative et le mode Vocal pour des révisions conversationnelles. Imagine, Study Mode plus Voice Mode, tu passes tes révisions en mode podcast interactif. Tu apprends en courant, en voiture, partout. Si tu es développeur, tu vas utiliser le mode Fast pour des corrections syntaxiques, le mode Thinking pour l'architecture logicielle et le mode Agent pour tes tests automatisés et de la documentation. Parlons un peu de l'optimisation des prompts suivant les différents modes. Avec le mode Fast, il te faut des instructions courtes, des objectifs précis. Avec le mode Thinking, il te faut un contexte riche, une demande d'analyse étape par étape. Et avec le mode Pro, l'idéal c'est de fournir toutes les données pertinentes et laisser du temps. Règle d'or, Fast pour réagir, Thinking pour réfléchir, Pro pour révolutionner. Toutes ces nuances de prompt, tu vas les trouver dans les 50 exemples que tu as concocté René en 2 versions. L'une à utiliser directement dans ChatGPT et l'autre si tu utilises une autre plateforme telle que Po, Mammut ou BlueGPT par exemple. Les prompts sont enrichis afin de guider le modèle GPT-5. Tu peux récupérer ce doc dans le pack offert de monstudioia.fr, le lien est dans la description et je te le mets aussi là-haut. Soyons honnêtes, GPT-5 n'est pas magique. Alors voici quelques limites à connaître. Tout d'abord, le coût computationnel. Le mode Thinking consomme beaucoup de ressources. OpenAI pourrait limiter les requêtes lourdes en période de forte affluence. Traduction, si tout le monde utilise Thinking en même temps, tu pourrais attendre quelques secondes de plus. Patience, Grasshopper. Bonne nouvelle, les hallucinations se réduisent. GPT-5 est maintenant capable de te dire qu'il ne sait pas.
Mais on n'est toujours pas à l'abri, GPT-5 devient plus fiable mais peut encore inventer des informations, surtout sur des sujets très récents ou ultra spécialisés. Attention à la dépendance accrue, avec une meilleure performance, tu peux être tenté de surdéléguer à ChatGPT. Alors garde ton esprit critique, actif, et fais des pauses avec l'IA. Force-toi à réfléchir par toi-même de temps en temps. C'est comme ça que je maintiens une bonne relation avec René. N'oublie pas, une IA brillante reste un outil. Elle amplifie ton intelligence, ne la remplace pas. Du côté éthique et vie privée, les intégrations Google, c'est pratique, mais sensible, donc limite l'accès aux données strictement nécessaires. Et en mode agent, vérifie toujours les actions qu'il exécute. Une plus grande autonomie suppose une plus grande surveillance de ta part. Règle de prudence. Fais confiance mais vérifie. Même le meilleur assistant peut parfois mal interpréter tes instructions. La confiance n'exclut pas le contrôle. GPT-5 marque effectivement une rupture technologique avec cette architecture unifiée, ses modes de raisonnement adaptatifs et ses intégrations productives. On évolue doucement d'un bel outil à un véritable assistant. Pour toi, créateur, entrepreneur, étudiant, c'est le moment d'expérimenter. 2025 sera l'année où l'IA devient vraiment accessible à tous. GPT-5 démocratise l'intelligence artificielle avancée. Et n'oublie pas, récupère le guide complet sur monstudioia.fr, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochains tutos et partage tes premiers tests GPT-5 en commentaire. Et surtout, amuse-toi. L'IA, c'est fait pour libérer ta créativité, pas la contraindre. A très bientôt pour de nouvelles découvertes IA.